Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi le vôtre. Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Donc, c'est Mwezali, comme on a bino Bozali et Belé. Libocho ba téléphone, ba tablette, ba ordinateur, ba télévision, bino. Pour Nakolanda, Gradi Mouya Nation au Tcha Maloba officiel. Donc, Tokolembate. Kosenga bino, bo s'abonner et belé, bo continuer ko s'abonner parce que ce que vous êtes en train de faire et que ça la biche sengomaka si ben bo l'embapete, bo partager ba émission o toujours proposer bino na chaîne Oyo Tcha Maloba officiel et puis bo aimer, bo commenter et que ça la bicho malamu mingi donc ezali moko il y a la signe que tous ensemble, tous travailler ensemble pour l'avancement de notre pays, la République démocratique du Congo. En ce jour, mesdames et messieurs, naye ko proposer bino élément moko donc tant na landi ango na lobino na ko tika boete balandi a Tcha Maloba officiel et sengeli pe ba landa yango. Donc 6 ans après leur silence, Emmanuel Ramazani Shadari, le secrétaire permanent du PPRD, parti cher de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, a sali sortie médiatique naïe, boébike Mbala Souka Shadari, Aloba na télévision, et là qui lorsque Aloba qui on ne peut pas nous intimider. Donc après Koloba on ne peut pas nous intimider, Ramazani Shadari ayebaki kotia silence moko ya molai na baetandoike topé na presse. Alors 6 ans après a brisé silence naye pour na Koloba na presse sengeli weba été alekaki bongo na ZTV et pas de Konabiso Floride Zantoto. Donc kuna esengeli weba été Emmanuel Ramazani Shadari akendaki kolobela makambo matali constitution webi ke bakongomani nyoso bako senga était constitution ya mboka na biso ezali taillé sur mesure na moto moko kaka ezala bongo changer. Donc Ramazani Shadari au nom ya PPRD parti cher ya Joseph Kabila Kabange atelemeli yango alobi constitution ya mboka na biso ekoki ko changer te. Ce qui est changé c'est que bandeko ya IDPS bazali na posa ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atika la seko na pouvoir. Alors bango bazali wana pona ko veiller enfin que constitution ya mboka na biso échangé te et puis atie ba bordure ya kosakana te na ngambu ya secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya ndebo na kosenga na bandeko nyonso bakotala émission oyo ba partager yango pe enfin que bandeko o bazali nzinga ya secrétaire général Augustin Kabuya balanda yango pe moko balanda yango parce que na émission oyo il y a à boire et à manger. Donc je vous laisse les soins ya kolanda élément oyo to pe émission oyo ndeko na biso Zantoto ayambaki Emmanuel Ramazani Shadari bolanda bino moko ba révélation oyo asali 6 ans après silence naye, après absence naye na média abimi pona koloba. Donc je pense que ndenge Ramazani Shadari abimi pona koloba c'est que kala mingi te Joseph Kabila Kabange pe azol belabiso na ba télévision na biso. Alors moi je vous dis déjà portez-vous bien. Au revoir, on se retrouve à très bientôt. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission avec Floride. Aujourd'hui, notre invité, c'est Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila. Il est notre invité. Bienvenue, Monsieur Ramazani Shadari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avec vous, nous allons faire le point sur un sujet qui est à la lune de l'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agit de la constitution de la République démocratique du Congo, la constitution du 18 février 2006. Alors, on va se poser quelques questions avant de commencer cet entretien avec vous. La constitution de la RDC, la constitution du 18 février 2006, pose-t-elle réellement un problème? Élément de réponse avec vous. Révision ou changement constitutionnel? Voici la première question, Monsieur Ramazani Shadari. Pourquoi êtes-vous resté si silencieux alors que vous avez l'art oratoire pendant un très long moment? Merci beaucoup, Floride. Je crois qu'on est resté silencieux, mais notre silence est tout simplement éloquent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous avons parlé à travers notre silence. Merci. Alors, on va faire le point sur la constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons vu le président donner déjà
le temps par rapport à cette question lors de ses entretiens à l'étranger, même ici en République démocratique du Congo. Cette question fondamentale, je vous la pose également. Est-ce que notre constitution pose aujourd'hui un problème par rapport au contexte actuel? Notre constitution pose problème ou ne pose pas problème, mais je crois qu'on peut en parler. On peut en parler. C'est pas un sujet tabou, mais moi, dans l'ensemble, je pense que la constitution ne pose pas problème. C'est une constitution équilibrée, une constitution qui a été adoptée par l'ensemble de la classe politique congolaise réunie à Sun City, plus les forces vives de la société civile, et le texte qui a été rédigé par les billets du Sénat est allé au référendum et il a été promulgué par le président de la République le samedi 18 février 2006. La Constitution ne pose pas un problème. S'il y a des petits problèmes, on peut en parler. Mais dans l'ensemble, c'est une Constitution équilibrée, modèle français. Nous avons imité la Constitution française de 1958, qui n'a pas encore connu des grands changements ou des modifications. Et je ne pense pas qu'il y ait des problèmes dans la Constitution. Est-ce qu'on peut avoir les éléments qui ont concouru à sa mise en œuvre dans un contexte purement historique? C'est ça que j'ai commencé à dire. Sur le plan historique, vous savez que notre pays a toujours été victime des problèmes de manque de légitimité des institutions et de ses animateurs. Depuis 1960, problème de légitimité. Alors, pour couper court, vous savez, il y a eu des guerres récurrentes depuis 1960, 2000, 2003. Toutes ces guerres-là, vous les connaissez. La cause fondamentale, c'est justement la légitimité des institutions, je dis bien institutions, et de leurs animateurs. Par exemple, le MPR, le comité central, c'était des institutions. Mais illégitimes. C'est illégitime, qui n'était pas accepté. C'est ainsi que, suite évidemment au problème des conflits, des guerres, la classe politique congolaise, dans son ensemble, chaque parti politique a envoyé ses délégués en Afrique du Sud, Sun City, avec les forces vives de la société civile. Ils se sont réunis et ils ont adopté ce qu'on a appelé l'accord global et inclusif, avec une constitution de la transition des belligérants, à l'époque, des belligérants. Il y avait une constitution du 4 avril 2003. Cette constitution de la transition et l'accord global et inclusif a prévu donc que les gens se mettent ensemble pour mettre... Taire les armes? Non, pas pour les armes, mais c'était pour mettre les efforts ensemble afin d'adopter une constitution démocratique et aller aux élections démocratiques, transparentes et apaisées. Et la charge a été donnée au Sénat de la transition. Le Sénat comprenait les 4 composantes et les différentes entités de Sun City. Donc, toutes les composantes étaient là-dedans. Le Sénat, qui était dirigé à l'époque par Monseigneur Marini, a mis en place une commission constitutionnelle qui a recueilli des informations de toutes les provinces de ce pays et de la ville de Kinshasa. Et ils sont rentrés pour rédiger les textes à Kisangani avec les experts nationaux et étrangers, ils étaient là-bas. Ce texte est venu à l'Assemblée nationale sous forme d'avant-projet de constitution. Et l'Assemblée, avec le député à l'époque, le président, c'était Olivier Kamitatu. On a adopté donc le projet de constitution qui a été donc qui est passé au référendum populaire. J'ai dit ça le 18 février 2006. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons eu un texte qui rassemble tous les Congolais, partis politiques, société civile. Nous nous sommes mis d'accord pour ce texte parce qu'il présente les lignes maîtresses
d'un État de droit, notamment sur les droits de l'homme, les droits humains, notamment sur les libertés fondamentales, notamment sur la forme de l'État, notamment sur les régimes politiques, notamment sur la constitutionnalité de l'ordre et l'indépendance de la justice, avec un régime semi-présidentiel. Je vous ai dit ici, c'est le modèle français que nous avons imité. Alors que la Constitution de 1960, c'était une photocopie conforme de la Constitution de la Belgique. Maintenant, nous avons évolué, nous avons pris le modèle de la France. Donc, il ne faut pas dire que la Constitution actuelle, c'est une Constitution de belligérants. C'est une fausseté. La Constitution de belligérants, c'est la Constitution du 4 avril 2003 qu'on a appelée Constitution de la transition. Ce texte est là, il existe. Alors, voici un argument, un argument de taille de vos adversaires politiques concernant évidemment cette constitution, c'est que les animateurs au niveau de Parlement ou les parlementaires de cette époque-là n'avaient pas la légitimité parce que n'étant pas élus. Alors, tout ce qui pouvait être l'œuvre de ces animateurs-là ne peut pas avoir un caractère républicain. Voilà l'argument de taille. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, aujourd'hui? Je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà. Ce qu'ils veulent faire, c'est donner l'opportunité à la population congolaise de pouvoir passer par un référendum et avoir une constitution issue des élus légitimes. Changer ou bien réviser la constitution? Soit les deux. Les deux. Je crois que moi, je peux m'inscrire en faux. Pour les deux. Prenons le premier argument. Je m'explique. D'abord, ils ne peuvent pas changer la Constitution. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas permis. La Constitution actuelle, qui est passée au référendum populaire, la Constitution qui a donc été adoptée par les constituants originaires, ne peut pas être changée aujourd'hui parce que les constitutions originaires ne l'ont pas permis. On peut changer la Constitution pour plusieurs cas. Lesquels, par exemple? Premier cas, lorsqu'il y a vide juridique. C'est-à-dire il y a absence d'une Constitution. Notamment à la naissance d'un État. On met en place, on adopte une Constitution. Lorsqu'il y a vide juridique. Deuxième cas, on peut changer la Constitution, comme les termes qu'ils utilisent, on peut changer la Constitution lorsqu'on a une transition politique. Les animateurs de la transition, ça c'est scientifique et c'est pratique à travers le monde. Lorsqu'on a une transition politique, les animateurs de la transition préparent un texte qui sera soumis au référendum populaire. Et je crois, c'est ce qui s'est passé en 2003, 2004 jusqu'en 2006. Il y avait une transition politique. Après les guerres, après les conflits, tout le monde s'était mis ensemble et on a discuté et ils ont préparé un texte et le texte a été adopté par la population par voie référendaire. Troisième cas, on peut changer la Constitution. Troisième cas, et je parle là avec autorité, c'est lorsqu'il y a un événement majeur qui intervient dans la gestion de l'État. Donnez un exemple. Un exemple, c'est une révolution. Un exemple, c'est un coup d'État. Un exemple, c'est tous ces événements-là qui vont interrompre le fonctionnement d'une nation. Ça s'appelle l'événement majeur. À ce moment-là, ceux qui viennent avec cet élément-là, ils peuvent changer la Constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes en RDC. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'événement majeur. Aucun. Il n'y a pas de transition. Nous ne sommes pas en transition. Il y a eu des élections, entre guillemets. Ils dirigent. Ils ont un mandat de 5 ans. Et il n'y a pas de vide juridique parce que nous avons un texte. Moi, je veux que ces gens viennent discuter avec nous. On ne peut pas changer la Constitution s'il n'y a pas de vide juridique, s'il n'y a pas de transition politique ou s'il n'y a pas d'événement majeur. Et même pour la révision, il y a des conditions. Même pour la révision, on va en parler. OK. Alors, au départ de votre argumentaire, je voulais vous dire que quand ils disent qu'on a modifié, on a changé une nouvelle constitution avec les gens qui n'étaient pas élus, c'est une fausse information. Alors, c'est parce qu'il y avait une transition politique. C'est autorisé. Voilà. Au départ de votre argumentaire, vous avez parlé du caractère des institutions légitimes. Oui. Mais est-ce que le Sénat
on va se situer à l'époque 2003 jusqu'à 2005, 2006. Est-ce que le Sénat ou le Parlement de cette époque-là était légitime à votre avis? C'était en transition. Le Sénat, à l'époque, était contesté par qui? L'Assemblée nationale, à l'époque, était contestée par qui? Par personne. Je vous informe. Parce qu'en 2006, Oui. en 2006, lorsque cette constitution devait être vulgarisée, avant le référendum d'ailleurs, la campagne, l'UDPS n'était pas d'accord, déjà. C'est la politicaille, c'est la politicaille. Parce que même Hassan City, le poste du président de la République a fait l'objet d'un débat. Les belligérants voulaient prendre le poste du président de la République. Après débat et délibération entre les membres de la société civile et des partis politiques, eux-mêmes, ils ont dit, c'est eux qui ont désigné Kabila président de la République. Hassan City. Plus 4 vice-présidents. Ça, c'est l'histoire politique de ce pays. Ce sont des choses qu'on enseigne aux étudiants. Ils ont désigné un président et chaque composante a désigné un vice-président. Est-ce que ces gens étaient légitimes ou n'étaient pas légitimes? Qui les a contestés de façon correcte? Et on a mis ensemble des sénateurs et des députés issus de différentes composantes. Qui les a contestés? On devrait avoir les députés à l'époque-là sous quelle autre forme? Leur caractère légitime devait être l'objet d'abord d'une contestation. C'est l'acceptation des gens par la population. Ces gens-là qui étaient à l'Assemblée nationale et au Sénat n'étaient pas contestés par la population. On les a acceptés parce que c'était la voie unique par laquelle on devrait passer pour avoir des institutions et qu'on a appelé institutions de transition. Donc quand on dit que ce n'était pas des élus, moi je réponds, c'était une transition politique. Celui qui a fait les droits constitutionnels ou Sciences Po, il va me donner raison s'il ne fait pas la politique politicienne. Bon alors, essayons un peu d'étirer quelques exemples de certains pays africains où la constitution a été carrément changée. On prend par exemple le Togo, on prend, je crois, le Congo-Brazzaville aussi, mais dans tous les deux cas, il n'y a pas des exemples que vous venez de citer tout à l'heure. Togo? Oui. Ah, peut-être nous avons des informations différentes. Moi, je sais que le président Étienne Eyadema, c'était ça le nom, le papa, il est mort. Il est mort. La constitution togolaise, à l'époque, prévoyait, en cas de décès du président de la République, il serait remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, j'oublie les noms, il était en mission en Europe. L'armée a désigné le fils de Eyadema, Fort. On l'a désigné comme président de la République. L'armée, les forces de l'ordre et de sécurité l'ont désigné comme président de la République. Et Fort, on parle de lui, c'est pas grave, ce n'est pas un incident diplomatique, et Fort a fait tout pour que le président de l'Assemblée ne vienne pas à Lomé. On l'a gardé pendant, je crois, 2 ou 3 semaines. Et les gens ont parlé, l'opposition a parlé, mais finalement, à l'Assemblée, on a voté une loi pour désigner que Fort devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est compliqué au Togo. Il est passé vice-président et puis on l'a imposé. Il est devenu président comme ça par intérim et il a organisé ses élections. Ça, nous sommes en 2005, je crois. Et Fort est président depuis 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? 2024. Il a déjà fait à peu près 19 ans. 19 ans. Je crois les mois passés, ils ont encore modifié la Constitution. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que Fort cherche comment encore s'éterniser au pouvoir. C'est un mauvais exemple pour nous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas opportunité de pouvoir revoir certaines dispositions de la Constitution qui font que les présidents de la République n'aient pas assez d'espace de pouvoir pour pouvoir agir? Espace de pouvoir. Ah, il faut noter ça. C'est très bien. Non, on ne peut pas refuser la révision de la Constitution. Parce que la révision de la Constitution elle-même, elle est constitutionnelle. Comme vous l'aviez fait en 2011. En 2011. J'y arrive. Comme on l'a fait en 2011. Librement. On ne peut pas refuser ça. J'ai dit que notre Constitution ici est équilibrée. Mais il y a des dispositions qu'on peut changer. Par exemple, pour l'heure actuelle, quelles sont, à votre avis, les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle? Je peux, par exemple, dire l'élection des sénateurs. Les gens sont en train de crier.
Parce qu'on doit suivre ce que la société veut. La société ne veut pas de l'élection des sénateurs au suffrage universel indirect parce que le soubassement, c'est quoi? C'est la corruption. Nous avons vu beaucoup de gens se retirer. Je ne serais pas candidat parce que la corruption. Si ça dépendait de notre parti politique, il faut revoir ça. On peut revoir. Ce n'est pas interdit. Pourquoi les gens ont peur? Ce n'est pas interdit. Et à la place, vous proposez quoi? On peut proposer les sénateurs. J'ai dit on peut proposer. Oui. C'est une opinion. On peut proposer les sénateurs sont élus au suffrage universel direct. Au même titre que les députés aussi. Les députés, c'est une façon de parler aussi. Mais on ne peut pas réviser la Constitution quand on veut et n'importe comment. Quand est-ce qu'on peut réviser? Quand les conditions sont données par la Constitution elle-même. Allez-y. D'abord, pour le changement, je vous ai dit qu'ils n'ont pas la possibilité de changer la Constitution. Le changement de la Constitution ne peut pas venir pour les raisons que je vous ai données. Pour la révision, d'abord, il y a des périodes où on ne peut pas réviser la Constitution. L'article 218 ou 19, si j'ai la mémoire bonne. On ne peut pas réviser la Constitution, on ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est en état d'urgence, en état de siège, en état de guerre, lorsqu'on a un président intérimaire ou lorsque l'Assemblée et le Sénat sont dans l'incapacité de siéger. 5 conditions qui rejettent la révision de la Constitution. Voilà, Floride. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes sous l'état de siège. Je ne sais pas si je me trompe ou je ne suis pas dans ce pays. Nous sommes sous l'état depuis, c'est quoi, je crois, 2 années. La province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Sous l'état de siège. Donc, quand on parle, même la révision, pas les changements, j'ai déjà dépassé ça, même la révision, si on respecte la Constitution, on ne peut pas réviser la Constitution parce que nous sommes d'abord sous l'état de siège. Il faut d'abord terminer ce qui se passe là-bas. C'est même un état de guerre qui est là-bas, même si on n'a pas encore demandé à l'Assemblée, au Sénat, que le président déclare la guerre. Mais il y a la guerre, il y a les gens qui meurent là-bas. Deuxième chose, c'est ce que les gens appellent les dispositions intangibles. Ces dispositions-là fondent la clé de voûte même de notre Constitution. Ces dispositions, c'est le centre, c'est le cœur de notre contrat social. L'article 220? C'est l'article 220. Notamment, le nombre de mandats du président de la République et la durée des mandats. Je dis notamment, c'est ça. L'indépendance du pouvoir judiciaire. La diminution des prérogatives des provinces. Et ainsi de suite. On ne peut pas modifier ça. C'est intangible. Si vous touchez à ces dispositions-là, vous violez intentionnellement la Constitution. Alors, si on peut réviser toutes les autres dispositions, comme je vous ai parlé ici de l'élection des sénateurs, on peut les réviser. On peut les réviser. Mais on peut les réviser en respectant la procédure qui est dans la Constitution. Telle que vous l'aviez dictée là. Non, je n'ai pas encore donné. L'initiative de la révision. Lorsqu'il faut réviser les dispositions qui ne sont pas intangibles, l'initiative provient du président de la République. L'initiative provient du gouvernement, après la délibération au Conseil des ministres. L'initiative vient de chaque chambre du Parlement. Et l'initiative provient également de la population avec une pétition de plus ou moins 100 000 personnes. Donc, il faut un projet du gouvernement ou du président de la République, il faut une proposition de chaque chambre ou il faut une pétition de la population. Pour que l'initiative passe, ça doit passer à l'Assemblée nationale, donc au Parlement. L'Assemblée nationale, pour réviser une disposition, l'Assemblée nationale doit d'abord vérifier le bien fondé de ce qu'on demande pour réviser. Vous appelez ça l'opportunité. Il faut qu'on justifie pourquoi vous voulez modifier cette disposition. L'Assemblée nationale et le Sénat votent par la majorité absolue. Et tant qu'ils sont déjà majoritaires, ça veut dire que le passage est déjà accordé. Voilà. Alors, je vous dis, même pour ça, le pouvoir en place ici est bloqué. On ne peut pas réviser la Constitution avec cette Assemblée nationale. Parce que les élections ont été mal organisées.
C'était un simulacre d'élection. Mais les députés actuels, Mais ça, on les appelle députés, des faits qui sont là-bas. Ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue d'une grande frange de la population, qui dit que l'Assemblée là et le Sénat sont illégitimes. Donc cette assemblée-là ne peut pas réviser la Constitution. Ça, c'est un. Si on révise la Constitution à travers l'Assemblée nationale, à défaut d'avoir les 3/5 pour ça passe, ça peut aller au référendum. C'est la Constitution. Ça peut aller au référendum. Le référendum, c'est un processus électoral. Le référendum, c'est un processus électoral. Pour faire les référendums, il faut que la CENI intervienne. Oh, la CENI, pour nous, elle n'existe pas. C'est ça notre point de vue. La CENI n'existe pas. La CENI n'est pas représentative. La CENI n'est pas inclusive. La CENI a exclu des composantes importantes. Monsieur Ramazani Chadari. Même pour ça, en dehors des dispositions intangibles, même pour d'autres dispositions, normalement, si on respecte l'état de droit, on ne peut ni changer la Constitution, ni réviser, sans demander un consensus général. Donc, monsieur Ramazani Chadari, si je vous comprends bien, dans le contexte politique actuel, votre parti s'oppose à la fois au changement de la Constitution, mais aussi à la fois à la révision au regard des éléments que vous venez de citer. Notamment... Je confirme. Si on veut réviser d'autres dispositions qui ne sont pas intangibles, sans passer par le Parlement, ce qui est difficile, il faut avoir un Parlement qui est accepté par tout le monde. Je vous ai dit, le Parlement qui a fait cette Constitution en 2005-2006 n'était pas contesté. Ce Parlement est contesté. Et pour aller au référendum, il faut avoir une CENI inclusive. Ce sont là les conditions. Mais comment jugez-vous que ce Parlement ne fait pas l'unanimité? Vous le jaugez à partir de quoi? De ce qui s'est passé, des opinions. Nous faisons aussi partie de l'opinion. La grande opinion, c'est nous, les PPRD, FCC. Nous savons. Vous savez ce qui s'est passé ici. On a changé la majorité parlementaire par l'argent, par la corruption, par l'intimidation. On a changé tout ça. Vous savez comment les élections se sont déroulées. Mais c'est une page tournée. C'est l'histoire. C'est tourné, mais c'est l'histoire. Parce que vous avez commencé votre émission ici par l'histoire. C'est l'histoire. On ne peut pas l'effacer et on ne peut pas oublier. Il faut corriger les erreurs de l'histoire pour avancer convenablement. Sinon, nous irons d'irrégularité en irrégularité. Ils sont déjà dans l'irrégularité. Il va encore ajouter d'autres. S'ils le font comme ils ont fait pour les élections, les conséquences seront incalculables. Alors, mais le président de la République, lors d'un entretien sur un média étranger, il a promis de mettre en place une commission. Non. Floride. Il a promis de mettre en place une commission qui va se charger évidemment de la révision de la Constitution. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je crois que c'est trop fort, ça. Qu'est-ce qui est fort? Donc, je ne sais pas. Bon, notre émission. Comme une commission pour faire quoi? La révision de la Constitution. Sur base de quelle nationalité? Le président va évoquer quel article de la Constitution? Il va motiver comment? La commission vient d'où? La procédure de la révision d'une disposition constitutionnelle. La procédure est prévue par la Constitution. Est-ce qu'on parle de la commission ici? Il va nommer tel. Non, c'est irrégulier. C'est irrégulier ce qu'il va faire. Et les gens qui sont dans cette commission, peut-être qu'elle existe déjà. Je préfère qu'ils viennent, qu'on discute. Scientifiquement et politiquement, on va leur dire la vérité. Je préfère qu'ils viennent, qu'on fasse un débat contradictoire dans votre émission. Monsieur Gramas, pour leur dire la vérité. On ne peut pas mettre en place une commission. Si quelqu'un a annoncé ça publiquement, c'est une erreur inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Il faut pousser les gens à lire la Constitution. La commission viendra faire quoi? C'est Kassavubu qui a mis en place une commission constitutionnelle pour avoir la constitution de Louabourg. Et il était autorisé de le faire par les pouvoirs qu'il a eus. Après avoir défenestré les autres concurrents, tout ça, Kassavubu l'a fait. Si on veut imiter ça, je ne comprends pas. Alors, vous êtes analyste politique également. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à une déclaration qui a trait également avec la constitution de la RDC. Voici ce que Augustin Kabouya a dit.
ce n'est pas le président de la République qui bloque la formation du gouvernement ou encore la mise en place des membres du bureau de l'Assemblée nationale à l'époque, il y a quelques jours, mais que c'était du fait de la Constitution actuelle. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Bon. Il faut citer des noms. Ben, franchement, quand vous dites ça, que c'est la Constitution qui bloque, c'est nul, c'est terre à terre. Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché qu'on mette en place les bureaux définitifs? C'est la Constitution? Avec quelle disposition? Cette session extraordinaire là-bas, avec les bureaux d'âge, vient de passer 5 mois. Et on ne l'a pas encore clôturée. 5 mois. La session extraordinaire, elle a pour mission valider les mandats des députés et adopter le règlement intérieur et voter les bureaux, mettre en place les bureaux définitifs. Ça peut prendre une semaine. Parce que le règlement intérieur, ce sont les mêmes choses, on reprend. Ça peut prendre 2 semaines. C'est une session extraordinaire qui vient de prendre 5 mois, Floride. C'est la Constitution qui a bloqué ça? Bon, la mise en place du gouvernement. J'ai suivi là, on a mis en place, on a désigné quelqu'un comme informateur. On dit pour respecter la Constitution, l'article tel, il faut nommer un informateur qui va travailler pendant 30 jours, renouvelable une fois. Vous l'aviez fait aussi à votre époque? Mais oui, c'est pour identifier la majorité. C'est constitutionnel. C'est pour identifier la majorité. Et où est le problème? Le problème, c'est que leur majorité était déjà identifiée. Parce que les députés étaient nommés. Ils étaient déjà identifiés, 480 députés. Le jour qu'on a publié les élections, ils étaient en fait partout. Que l'Union sacrée a gagné partout. Ils étaient en fait. Ils voulaient encore identifier la majorité comment? Ils sont conscients qu'ils ont 470, 450, ils ont la majorité. Et ça a pris combien de temps? C'est la guerre interne et l'incompétence des uns et des autres. Chaque regroupement a tel député. Tous les regroupements sont les regroupements de l'Union sacrée. Nous, on n'a pas été là-bas. Il y avait que l'opposition. À notre époque, il y avait l'opposition. Il y avait des partis qui avaient 65 députés. Il y avait des députés les partis qui avaient 50 députés. Tout ça, il fallait vérifier. Il fallait négocier avec les autres. Il fallait négocier avec les autres, notamment les Palous, pour entrer au gouvernement, tout ça. Ça explique pourquoi on a nommé un informateur. Mais ici, ils ont déjà la majorité. Est-ce que c'est la Constitution qui a bloqué de nommer un Premier ministre après X temps, d'avoir un gouvernement après X temps? Aujourd'hui, nous sommes combien de mois sans gouvernement? Bon, c'est notre débat. C'est notre débat. Ils sont à côté de la plaque pour toutes les questions. Vous savez, Floride. Oui. Vous savez, je vais aller jusque dans le but, au but. Droit au but, comme on dit. Merci. Allez-y. Tous les débats aujourd'hui sur la Constitution par nos frères de la famille politique qui n'est pas la nôtre tournent autour de 2 ou 3 choses. Premièrement, ils veulent donner un mandat qui va prendre beaucoup d'années au président de la République. Deuxièmement, ils veulent donner plusieurs mandats au président de la République et chaque mandat va compter beaucoup d'années. Ils parlent aujourd'hui de 7 ans. Le président est élu au suffrage universel, direct ou indirect, pour un mandat de 7 ans. Point. Deuxième alinéa, il est rééligible. Point. Ils vont copier ce qui se passe au Togo et dans d'autres pays qui ne citent pas. Je cite le Togo parce que vous l'avez cité vous-même. Je ne peux pas citer d'autres pays. Parce qu'il le cite aussi. Oui, il le cite aussi. Alors, donc, il est rééligible. On ne dit pas il est éligible une seule fois pour un mandat de 7 ans, rééligible une seule fois. Ils veulent dire il est rééligible. Point. Donc, on peut l'élire même 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Avec 7 ans. C'est de la tricherie. Et ils vont expliquer, comme vous avez dit ici,
la Constitution bloque la mise en place des institutions, la Constitution fait ceci, il n'y a pas de développement. Ça s'appelle, comme au Togo, ça s'appelle des arguments de faux fuyants, les arguments de présenter des mauvais bien fondés, présenter mal les opportunités, l'opportunité, ça s'appelle le tripatouillage constitutionnel. Alors, Il faut lire les professeurs Charles Debat, le tripatouillage constitutionnel. on va évoluer. Pour changer aussi la nationalité. Mais la question de la nationalité, également, c'est une question qui se pose au sein double nationalité, de la diaspora. C'est ça la question. Les de la diaspora. D'autres dispositions ne les intéressent pas. Comment les provinces vont se développer, ce n'est pas leur problème. Comment les ETD vont se développer, ce n'est pas leur problème. Ils vont prendre des articles mutatis mutandis. Pour eux, donc, vous affirmez que l'idée derrière... L'idée, c'est donner un mandat illimité à leur président de la République, au président Tshisekedi. Félix... Et ça, vous ne l'acceptez jamais? On ne peut pas accepter. Pourquoi? La Constitution ici est basée sur, entre autres, les préoccupations majeures qui nous ont poussé à adopter cette Constitution. Il y a éviter les conflits, il faut harmoniser les fonctionnements des institutions, il faut aller vers la bonne gouvernance, il faut éviter la corruption et tout ça. Mais aussi, cette Constitution nous amène à l'alternance démocratique. Mais vous êtes en dehors du Parlement. Comment vous allez faire le contrepoids pour barrer la route à une activité qui va se faire évidemment? Mais c'est ce que j'ai dit. Ils peuvent forcer, comme ils ont fait aux élections. Mais j'ai dit, les conséquences seront incalculables. Mais aux élections, ils l'ont fait, les conséquences... C'est l'alerte seulement. Non, ne vous en faites, même après 2 ans, 3 ans. Ce qui a été fait lors des élections, lorsque nous avons vu les dispositifs électoraux entre les mains des particuliers, n'ont eu aucune conséquence. C'est une façon de parler, vous me dites, il n'y a pas de conséquence. Mais elles seront là un jour. Elles seront là un jour. Et je crois que tout ce qu'ils vont faire là-bas, ça sera vanité des vanités. Parce que la population n'est pas d'accord avec eux. Ils sont là-bas, ils ont eu un second mandat pour amener les changements. Le changement, on ne voit rien. La population continue à souffrir. Peut-être dans notre émission, on peut parler des questions sociales et économiques. Dans notre émission, il y a l'insécurité, on peut avoir notre émission. Mais tout ce qu'ils racontent sur la Constitution, c'est pour donner un mandat illimité au président Félix Adolphe. Pour qu'il ait un mandat illimité. Félix... Qui c'est qui dit Antoine. Oui, voilà, oui. Tout à fait. Alors, le fait pour un président, dans un contexte qui est le nôtre, avec un mandat de 5 ans, est-ce que vous n'estimez pas que ça bloque aussi l'élan de développement? Voilà pourquoi le président... 5 ans, c'est peu. Voilà pourquoi le président, quand même, a pu dire devant les députés que l'alternance au sommet de l'État ne favorise pas le développement. Mais ces gens-là, ils ont milité pour l'alternance. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont parlé de l'alternance. Ils étaient très contents. S'il n'y a pas d'alternance, donc on va perpétuer la dictature. On va garder une seule personne, président de la République, pendant 30 ans, parce qu'il y a des présidents en Afrique qui ont fait 42 ans. J'ai l'impression qu'on veut imiter là, ça. Il y a un président ici en Afrique centrale, je ne sais pas le président. Il a fait 42 ans, déjà vieux. Il y a un autre qui est au Cameroun. Je crois que c'est le Cameroun. C'est vous qui parlez du Cameroun. Alors, j'ai des amis camerounais ici qui me suivent. Il y a aussi en Afrique de l'Est qui ont fait 37 ans, 36 ans, tout ça. Non. La limitation des nombres d'années du président de la République au pouvoir, c'est justement pour assurer l'alternance. Il fait 5 ans. S'il a la chance d'être élu, il fait 5 ans, pour 10 ans, il aura eu tout le temps pour présenter quelque chose et laisser des traces par lesquelles on va dire tel président est passé, on a fait ceci. Vous ne lui avez pas facilité la tâche. Vous savez, en France, oui, parce qu'on a imité la France, les mandats du président de la République étaient de 7 ans. Mandat était de 7 ans. Mais on l'a réduit à 5 ans par Chirac qui était en fonction. Président Chirac, il a dit 7 ans, c'est peu. Mais 5 ans fois 2, c'est beaucoup. Mais parce que là, nous sommes dans un contexte d'un pays déjà développé. Nous sommes dans un contexte d'un pays à reconstruire. Oui. Le président a besoin d'avoir beaucoup plus de temps pour mettre en place sa vision. Vous avez votre temps et vous laissez le temps à une autre personne de continuer. Tout simplement ça.
Mais c'est combien de temps aux États-Unis? Vous avez dépassé ils sont développés 4 ans seulement. Partout au monde, 5 ans. Rarement des pays de 6 ans, comme les Togo, qui cherchent à imiter. 5 ans, c'est amplement suffisant. Pendant une année, on peut faire des choses qu'une personne pouvait faire pendant 10 ans. Une année, si on a une vision, si on a la volonté politique, si on ne veut pas détruire le pays, si on est sérieux, si on s'est bien préparé, en une année, en 2 ans, on peut faire des merveilles. Alors, Monsieur Ramazani Chadari, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il y a 2 ou 3 questions que j'aimerais vous poser avant de mettre terme à cette émission. Il y a des grands professeurs d'université, certains qui ont quand même été avec vous, et Sambo, Mbata, Loumanou. Quand ces gens veulent former cette commission dont le président de la République a parlé, vous n'allez pas dire que quand même que c'est une approche non constitutionnelle, alors que ce sont des gens un peu rompus dans le droit. Bon, ils sont rompus dans les droits, mais ils vont faire ce que le droit ne veut pas. Ils vont faire le contraire du droit. Pour réviser la Constitution, on n'a pas besoin d'une commission. Il faut seulement respecter la procédure. S'ils le font, bon, c'est pour des raisons politiciennes. Mais je veux prendre par exemple le professeur Kalouba, qui il y a quelques mois ou quelques semaines avait cité un cas, le président d'un cas et le premier ministre de l'autre, en disant que la population congolaise a l'habitude de revenir quand il y a un problème sur le président de la République, Voilà pourquoi il y a quand même ce besoin de pouvoir donner plus de pouvoir au président de la République. Bon, je ne sais pas si c'est le professeur Kalouba. Moi, je n'ai pas suivi ça. C'est une vidéo qui existe quand même. Je n'ai pas vu ça. C'est un homme qui est correct comme ça, je le connais. Je pense peut-être... Bon, mais si c'est lui, il sait que le constituant originaire a voulu qu'au sommet de l'État, qu'il y ait un système bicéphale. Le constituant originaire a refusé qu'il y ait un seul homme fort. C'est ainsi qu'ils ont dit qu'il y a un président qui a des prérogatives propres dans la Constitution et il y a un premier ministre, chef du gouvernement, qui a aussi ses prérogatives. On a dit qu'il aurait aussi dit que les gens appellent le président, pourtant c'est le gouvernement Exactement. qui est le chef de l'exécutif. C'est le gouvernement, on dit quoi, qui conduit l'action du gouvernement. C'est le gouvernement qui conduit l'action de l'État, mais la Constitution dit que c'est en concertation avec le président de la République. Il a oublié ça. Donc, quand on a mis cette Constitution, on ne voulait pas avoir un homme très fort seul au sommet de l'État. Il fallait avoir deux hommes. Un premier ministre avec des compétences constitutionnelles et un président avec ses compétences constitutionnelles. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire où le chef va inaugurer les chrysanthèmes, il est monarque ou ceci. Non, le chef a des pouvoirs parce qu'il a battu campagne avec un projet. Le chef, on doit lui demander des comptes parce qu'il a été candidat. Mais il travaille avec un premier ministre qui a aussi des compétences. Nous ne sommes pas dans ce régime parlementaire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le chef de l'État est élu au suffrage universel par la population. Le chef de l'État a ses compétences personnelles de la Constitution, mais également le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, la Constitution ne voulait pas donner tous les pouvoirs au chef. Si on veut donner tous les pouvoirs aujourd'hui au président Félix Tshilombo, si on veut lui donner tous les pouvoirs, on se trompe. On se trompe. Et si nous sommes déjà dans le régime présidentialisme. Et si le président actuel, il a tous les pouvoirs qu'il veut. L'Assemblée nationale et le Sénat dans sa poche. Le gouvernement dans sa poche. Le Premier ministre, garçon de course. Les provinces dans ses poches. Tout. La justice dans sa poche. Il a tous les pouvoirs. Dans la pratique, il a tous les pouvoirs aujourd'hui. Mais il veut encore avoir quoi? Le problème, ce n'est pas le pouvoir constitutionnel. Le problème, c'est la volonté politique. Le problème, c'est la compétence. Le problème, c'est l'expérience. Le problème, ce sont des collaborateurs qui doivent vous dire, faisons ça. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que c'est la Constitution ici qui demande aux gens de détourner des deniers publics?
Et c'est la Constitution ici qui demande au chef d'État de faire des voyages multidimensionnels. La Constitution lui demande de faire ça. Chaque mois, 4, 5, 6 voyages. Depuis il a prêté serment, il a fait combien de voyages à l'étranger et il a fait combien de voyages dans les provinces? Combien de voyages? C'est la Constitution qui lui demande ça? Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'eau. Et c'est la Constitution qui demande qu'il faut bouffer l'argent de forage. Il n'y a pas de courant. Les gens commencent à dire entre la SNEL et la population, les courants ne passent pas. Tu vois comment entre la SNEL et la population, le courant ne passe pas. Alors, on va finir. Ce sont des choses extraordinaires. Vous avez peur du référendum? Nous voulons le référendum avec une CENI qui est inclusive. Ah bon? Ben oui. Parce que le référendum, c'est un processus électoral. Il faut qu'il y ait un référendum avec une CENI qui est représentative, où nous serons aussi dedans. Sinon, s'ils font un référendum sans nous, nous irons de contestation en contestation. C'est pourquoi j'ai parlé des conséquences incalculables. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a la faim, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. C'est ça les conséquences incalculables. C'est la mauvaise gestion. Quelle est la position finalement du parti présidentiel, du PPRD, je voulais dire, en rapport avec cette question révision ou changement de constitution? Vous avez votre dernier mot. Je l'ai déjà dit, Floride, le changement ne s'apprête pas pour les conditions que j'ai évoquées. Nous ne sommes pas d'accord avec un changement. Surtout, on va appeler ça tripatouillage constitutionnel. Tout simplement. Ce mot ne vient pas de moi, il vient du professeur Charles Debache. Ils vont présenter des faux fuyants, des fausses données pour dire qu'il faut changer parce qu'il n'y a pas de développement. C'est faux. Nous sommes contre le changement de la Constitution parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Pour changer la Constitution, ça doit être l'affaire de tout le monde, mais après justification. Nous nous regardons en face. Nous voulons changer la Constitution. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un vide? Nous disons oui, il y a un vide. Est-ce qu'il y a une transition? Oui, il y a une transition. Est-ce qu'il y a un événement majeur? Oui, il y a un événement majeur. On se regarde en face, on dit nous changeons la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui nous met nous tous ensemble. C'est ça le contrat social qui nous unit tous les Congolais. Avant de continuer, ces éléments que vous venez de citer, oui, c'est fondé où? Scientifiquement. Scientifiquement. Et je parle là, je répète avec autorité. Scientifiquement, c'est comme ça. Continuez. Mais quand Mouzé Kabila est venu ici, il n'a pas amené sa constitution. C'est prouvé, non? Quand Mobutu est arrivé, il n'a pas changé la constitution. Changer la constitution, Mobutu n'a pas changé. C'est fondé, non? Partout. Partout. Ce qui se passe là-bas au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ils n'ont pas changé de constitution. Gabon ici, ce sont des événements majeurs qui sont apparus dans ces pays-là. On change de constitution. C'est scientifique, c'est prouvé partout. Ou si on est en transition, s'ils veulent qu'on aille en transition, ce n'est pas seulement aller en transition, ou bien il faut expliquer pourquoi vous voulez changer la Constitution. À quoi cette Constitution vous gêne du début à la fin pour la changer. S'il faut réviser, je dis l'Assemblée nationale et le Sénat, pour moi, ils sont des assemblées de fait. Ce sont les députés, illégitimes. On accepte, ils sont illégitimes. La CENI n'existe pas. Or, pour réviser les dispositions qui ne sont pas intangibles, il faut passer par les parlements. On peut s'arrêter au Parlement avec l'élection des 3/5e, ou à défaut, il faut aller au référendum. Or, le référendum, c'est une activité électorale qui doit être organisée par la CENI. La CENI aussi nous la compte. Voilà, il y a une crise. Il y a la guerre à l'Est, là-bas. Il faut d'abord terminer toutes ces crises pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de la Constitution. C'est ça la position de notre parti politique. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord et je suis prêt à engager ce débat avec les autres de la famille politique qui n'est pas la mienne. N'importe qui sur un plateau de télévision pour en débattre. N'importe qui. Voilà, monsieur Emmanuel Ramazani Chadari. Voilà. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions en rapport avec cette question liée à la constitution de la RDC. Révision ou changement constitutionnel. Vous étiez l'invité de ces magazines. Merci de l'avoir fait. C'est moi, merci. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.